Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire d'Enerfip dédié aux solutions de déconsolidation et de portage des titres. Alors la tradition, et on va faire un peu comme d'habitude, c'est d'attendre quelques minutes les éventuels retardataires. Nous sommes une quinzaine de connectés au moment où je vous parle, donc je vous propose d'attendre 1 à 2 minutes maximum pour que nous puissions rentrer dans le vif du sujet. À tout de suite, restez en ligne. Allez, on va pouvoir débuter. Bonjour à celles et ceux qui nous ont rejoints dans l'intervalle et bienvenue encore une fois pour ce nouveau webinaire. Donc aujourd'hui, nous allons parler déconsolidation et portage des titres. Au préalable, là aussi, c'est une habitude, une très succincte présentation d'Enerfip et de qui nous sommes. Et puis ensuite, on pourra rentrer dans le sujet plus en détail. Sachez d'abord, avant de commencer, que je suis accompagné aujourd'hui de Guillaume, qui officiera sur les questions. Alors, comment l'outil fonctionne, si vous ne le connaissez pas encore, eh bien, vous avez un onglet questions sur le côté droit qui vous permet, comme son nom l'indique, de nous interroger sur les différents sujets que nous abordons. Je vous invite à poser vos questions au fil de l'eau, ce qui permet d'avoir une présentation beaucoup plus interactive, et ça la rend beaucoup plus vivante et intéressante pour tout le monde. N'utilisez pas l'onglet chat parce que il n'est pas dédié aux questions et c'est vraiment plus lorsqu'on est sur des échanges intra-entreprises. Donc voilà, restons plutôt concentrés sur l'onglet questions lorsque vous avez des questions à nous poser et Guillaume les fera apparaître sur l'écran au fur et à mesure que nous avançons sur les différentes thématiques. Vous verrez que vous pouvez également voter pour des questions qui vous paraissent pertinentes. Ça les fait remonter dans le tableau et de sorte qu'on puisse plus facilement sélectionner celles qui sont les plus soutenues. Voilà. Alors pour commencer, je vous l'ai dit, quelques mots sur Enerfip. Nous sommes une plateforme de financement participatif dédiée à la transition énergétique. Nous avons créé l'entreprise en septembre 2014, un mois avant la mise en place de la loi qui encadre le financement participatif aujourd'hui en France. C'est la loi d'octobre 2014 et nous sommes agréés depuis avril 2015 et nous avons lancé la première collecte en septembre 2015. Alors, ce qui est intéressant, c'est que en janvier 2020, nous avions atteint un cumul total de 35 millions collectés. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, nous sommes à 91 millions d'euros collectés. Donc, on voit bien l'accélération de la plateforme et de notre secteur en général, qui est quand même qui surfe sur une très forte croissance un peu naturelle. Nous avons financé plus de 270 projets en un peu plus de 5 ans. Nous avons une communauté, c'est-à-dire un nombre d'inscrits investisseurs qui est de plus de 25 000 personnes, et l'équipe d'Enerfip est constituée d'une petite vingtaine de personnes, essentiellement basées à Montpellier. Alors, pour ce qui est de la solution de déconsolidation, vous verrez, on va aborder plusieurs sujets. C'est un petit peu fourni. On a essayé d'être succinct, mais n'hésitez pas à nous demander des détails et à nous poser des questions au fil de l'eau pour que ce soit, encore une fois, bien explicite et interactif. Alors, le constat, l'état des lieux qu'on peut faire, c'est qu'on a d'un côté des acteurs de grande taille qui ont besoin, pour des raisons bilancielles et notamment de signaux envoyés au niveau des marchés boursiers, d'alléger au niveau de leur compte consolidé les dettes de l'ensemble du groupe. Et pour cela, la solution qui prévaut, c'est justement ce qu'on appelle la déconsolidation, c'est-à-dire céder une partie substantielle des titres des sociétés qui portent les actifs du groupe. Donc ça, c'est une catégorie de clients que l'on observe sur le marché.
Une autre catégorie est celle des acteurs beaucoup plus petits qui, eux, ont comme la plupart du secteur un très gros portefeuille de projets en développement, ce qui est une très bonne chose, mais ça amène aussi des points d'achoppement, c'est notamment sur la ressource en fonds propres, puisque les projets étant très capitalistiques, lorsqu'on a un nombre conséquent de projets à mener de front, et que l'on n'a pas eh bien une infinité de fonds propres, se pose une réelle question et très souvent, on est amené à céder certains de nos actifs pour pouvoir financer d'autres que l'on va conserver. Et donc, l'idée, c'est que nous, Enerfip, on puisse, auprès de ces acteurs également, apporter une solution. Et enfin, un autre constat que l'on fait, c'est que de plus en plus de territoires, de collectivités procèdent à des appels d'offres ou même eh bien, sont plus attentifs quant au devenir des actifs qui vont émerger sur leur territoire et quant à savoir qui en sera le propriétaire. Et donc, il faut là aussi apporter des réponses et des solutions. Alors, pour la première catégorie des développeurs dont j'ai parlé, sur ce qui est la déconsolidation, l'idée, c'est de, je l'ai dit, limiter l'impact sur les comptes consolidés au niveau bilanciel pour la dette de CSPV. C'est aussi répondre parfois aux problématiques de limite d'encours dans un même groupe bancaire, puisque lorsque des groupes bancaires vous financent, ils vont consolider eux-mêmes l'ensemble des dettes que vous avez structurées auprès d'eux et parfois l'encours total est significatif et ils vous demandent eh bien, de le limiter. Et donc ça aussi, c'est un vrai problème auquel il faut répondre et auquel eh bien, cette solution de déconsolidation peut répondre. Et enfin, s'agissant des actifs en question, l'idée, c'est quand même de conserver la mainmise sur eux et de pouvoir eh bien, les garder dans le giron du groupe. On a une question, Sylvain. Oui. Donc, on va y répondre. Hop. Alors, une question. Pour les petits, vous faites des évaluations de valeur de SPV qui sont en exploitation afin de réévaluer les comptes consolidés ou combinés. Alors, je ne comprends pas la question. On fait des évaluations de valeur de SPV qui sont en exploitation afin de réévaluer les comptes consolidés. Alors, justement, si vous parlez des petits acteurs, ils n'ont pas ces problématiques de comptes consolidés. Donc, c'est vraiment plus dans l'optique d'avoir une problématique de vouloir conserver au maximum ces actifs, alors que les moyens de fonds propres ne sont pas présents. Donc, c'est vraiment pas une question comptable. Cette question comptable s'applique plus pour les grands acteurs, en fait, qui ont, comme je le disais, des velléités et des obligations de communication, notamment auprès des marchés boursiers. Donc, voilà, c'est vraiment deux approches tout à fait différentes. L'autre solution, et cette fois-ci c'est pour justement ces acteurs plus modestes dont je parlais, consiste à réaliser des portages de titres. Alors ça répond de facto à la limitation des fonds propres, l'idée étant d'éviter que vous ayez à céder vos actifs prêts à construire. Et ça permet également, du coup, non seulement d'avoir la certitude de les conserver, mais de savoir à quel moment et dans quelles conditions vous allez pouvoir récupérer la pleine propriété de ces actifs. Alors, on va bien sûr rentrer dans le détail de chacune de ces deux solutions, mais c'était pour bien vous présenter à la fois le constat et les deux solutions que nous avons abordées et mises en place sur Enerfip. Avant de rentrer dans le détail, c'est une slide un peu sommaire, mais c'est pour dire que sur cette solution-là de déconsolidation et de portage des titres, pour l'instant, nous restons cantonnés aux trois énergies, je dirais, les plus conventionnelles, que sont le photovoltaïque, l'hydro et l'éolien. Alors, notre solution, comment elle se met en place? Sur quoi elle s'appuie? Eh bien, elle s'appuie sur... On n'a pas à réinventer la poudre, ce n'est pas nécessaire, il y a des choses qui existent et qui sont déjà très fonctionnelles. Elle s'appuie sur les club deals. Alors, qu'est-ce que c'est un club deal? En fait, c'est un véhicule juridique que nous allons créer. C'est une SAS à capital variable. Et la raison d'être de cette SAS, c'est de prendre des participations minoritaires ou majoritaires dans des SPV, dans des sociétés portant des actifs d'énergie renouvelable.
On est sur, en termes de typologie, des investissements avec des maturités long terme, supérieures à 10 ans. Donc, c'est là où on change un peu sur les habitudes du financement participatif usuel, tel qu'il se pratique depuis plus de 5 ans maintenant. Et côté investisseur, on est sur des tickets minimum d'investissement significatifs qui sont au moins de 20 000 euros. Alors, c'est dans un premier temps que nous réalisons cette approche. Et pourquoi nous réalisons cette approche? C'est que il y a des notions d'investisseurs qualifiés qu'il nous faut prendre en compte, parce que si on ne met pas en fait des seuils, en tout cas pour l'instant, des personnes qui sont habituées à investir sur des projets présentés sur la plateforme avec des horizons en général plutôt de court terme, qui vont maximum jusqu'à 5 ans, peuvent ne pas apprécier à sa juste valeur l'enjeu qui consiste à avoir un investissement de long terme supérieur à 10 ans et allant jusqu'à 20 ans ou plus. Donc voilà, on reste pour l'instant circonscrit à une typologie d'investisseurs qui ont des moyens financiers plus importants, mais qui surtout sont plus habitués aux investissements qui sont plus à risque d'actionnariat et de long terme. Ce qui est intéressant, c'est que sur ces club deals, on va aller chercher des investisseurs, non seulement personnes physiques, ça bien sûr, mais également personnes morales. Pourquoi? Parce qu'il existe beaucoup d'investisseurs qui ont des SCI ou des holdings personnels, familiales, qui souhaitent investir par ce biais. Et c'est aussi l'occasion dans ces club deals de faire rentrer certaines entités un peu institutionnelles qui sont en fait des filiales des groupes bancaires avec lesquels nous travaillons. On pourra y revenir un petit peu plus tard. Et donc, sur la diffusion de cette offre en club deal, nous avons 2 canaux principaux. Le premier, c'est bien sûr la base d'Enerfip, la communauté d'Enerfip qui est de plus de 25 000 personnes, comme je vous le disais en introduction, et également les différents groupes bancaires avec lesquels nous sommes partenaires qui diffusent ces offres-là auprès des investisseurs qui font partie de leurs clients et qui répondent à ces critères que je viens de vous décrire. L'autre aspect, et ce qui est intéressant dans cette approche, où on va devenir en fait co-actionnaire avec le porteur de projet, c'est que, ayant du coup ce tropisme assez fort avec un ou plusieurs groupes bancaires, nous allons aussi pouvoir être force de proposition sur des solutions de financement bancaire, de sorte qu'elles soient peut-être encore plus performantes que celles que vous pouvez avoir l'habitude d'obtenir. Alors, dans le détail, la solution de déconsolidation, vous allez voir qu'il n'y a pas de différence substantielle dans les grandes lignes entre les 2 solutions, à part sur certains paramètres qu'on va bien sûr regarder de près. On est sur des prises de participation, je l'ai dit, qui peuvent être minoritaires ou majoritaires, également égalitaires, puisque certains groupes font le choix d'être stricto sensu sur une co-gouvernance et une co-détention à 50-50. Donc en tout cas, nous, on a une très grande souplesse d'approche sur ce point-là. Il y a vraiment, on saura s'adapter aux différentes situations. Et sur les valorisations, là aussi, on ne réinvente pas la poudre. Les standards du marché sont ce qu'ils sont, à savoir 5% TRI 30 ans. Et donc, on se cale ni plus ni moins sur ces attentes-là. En termes d'investissement, on part sur un minimum par unité de ligne d'investissement à 250 000 euros, donc c'est assez bas, notamment si on compare avec ce que pratiquent certains fonds. Et on peut monter jusqu'à 8 millions par ligne unitaire en fonds propres. Donc ça laisse là aussi un champ des possibles extrêmement vaste quant à la taille du ou des projets qui seront concernés. Et les durées de détention, je l'ai dit, on est à plus de 10 ans, évidemment, ce qui correspond de toute façon à cette typologie-là de souscription. J'ai mis ce petit schéma qui apporte pas grand-chose, si ce n'est que voilà, notre grande latitude quant à l'entrée de ce club deal, elle est vraiment en fonction de vos desiderata, de vos habitudes et des choix stratégiques que vous pouvez faire. Je l'ai mis en général sur cette solution de déconsolidation, on est quand même très souvent autour de 40 à 50%. Pour ce qui est du portage des titres, alors là, il y a des petits changements. On est toujours pareil, on peut être minoritaire, majoritaire, égalitaire
pas de conséquences, les mêmes niveaux d'investissement mini et maxi, ça ne change pas. Sur des durées de détention, du coup, forcément plus courtes, puisque l'idée, c'est de faire ce relais, quelque part, ce joint, entre le moment où le projet est prêt à être construit et où le porteur de projet n'a pas encore suffisamment de fonds propres pour le conserver, et le moment où il aura pu recouvrer les moyens nécessaires à la récupération de la totalité des titres du SPV. Donc voilà, j'ai mis 1 à 8 ans. Évidemment, ça peut être plus si nécessaire. Selon les projets, ça peut tout à fait s'expliquer. Et donc, on le voit bien dans ce schéma, en vert, on a la cession des titres détenus par le Club Deal dans le SPV auprès du sponsor à un horizon que l'on définit et selon une valorisation lisible. Alors, comment on organise tout ça? C'est très simple. C'est exactement ce que nous faisons dès aujourd'hui et depuis plusieurs années dans le cadre des projets creux, avec investissement en actions. On va signer un pacte d'associés au sein du SPV entre le Club Deal et le porteur de projet. Et ce pacte va définir deux options qui sont à la main de chacune des deux parties. La première, c'est une option de rachat des titres que le porteur de projet peut activer et à laquelle est tenu de se soumettre le Club Deal. Et donc, on va définir à quel moment cette option pourra être activée par lui. Et lorsqu'il va l'activer, puisqu'on ne peut pas, en droit français, préciser d'ores et déjà la valorisation des titres en question, sinon il y a accord sur la chose et le prix, pour contourner cette réalité juridique, on met en place une formule qui va tenir compte des flux qui ont été perçus ou pas pendant la durée de détention, et qui va définir le montant, la valeur des titres pour octroyer un TRI cible au Club Deal. En général, le TRI cible pour les actionnaires du Club Deal est de 5%, et donc c'est sur la base de cette attente-là que l'on va renseigner la dite formule. Je l'ai mis à la fin, vous verrez, ce sera peut-être un peu plus explicite, quoique vu sa figure, j'en suis pas certain, mais en tout cas, ça permettra de revenir un peu plus précisément sur ce sujet. Pas de questions. L'autre avantage de tout cela, de ces club deals, c'est s'agissant de vos relations ou des attentes que peuvent avoir les territoires et les collectivités. Vous le voyez, hein, de plus en plus, elles sont amenées à émettre des appels à manifestation d'intérêt ou des appels d'offres pour sélectionner un développeur qui va porter un projet d'énergie renouvelable sur son territoire. Et très souvent, le financement participatif devient un peu un passage obligé, ça c'est un fait. Mais en plus, elles souhaitent savoir, ces collectivités, et on peut comprendre, qui sera le détenteur final de l'actif qui va être construit sur leur territoire. Et c'est vrai que selon les stratégies de votre groupe, que vous soyez sur une phase de déconsolidation ou bien que vous ayez cette obligation, comme je le disais, par un manque d'étendue de fonds propres, de céder vos actifs, ça peut être un point négatif pour votre dossier. Et donc, l'intérêt d'avoir ce système de club deal, c'est que vous pouvez mettre en avant et raconter une toute autre histoire, que ce sont bien des citoyens locaux, régionaux, qui vont en fait se porter acquéreurs de tout ou partie de l'actif en question, et que donc c'est bien un circuit court, très concret, très réel, très territorial, que l'on va mettre en œuvre. Je crois qu'on a une question. Oui, nous avons une question de Laurent. Je l'affiche tout de suite. Ouais. Alors, dans ce cadre de portage des titres, sera-t-on nécessairement sur un équivalent de 0 moins coupon, de 0 coupon, ou peut-on imaginer avoir des dividendes versés durant la période de portage? Alors, c'est une bonne question. On peut tout à fait imaginer avoir des dividendes versés durant ce délai de détention. Évidemment, ça va être fonction du délai en question. Alors ça paraît une porte ouverte que j'enfonce, hein, évidemment, mais si on est sur un délai qui est, je dirais, choisi, défini en amont entre nous, Club Deal et le porteur de projet de 3 ans, ce sera très compliqué d'envisager d'avoir des versements de dividendes. En revanche, si on est sur une durée, par exemple, de 10 ans, là, c'est tout à fait entendable que des dividendes soient versés le cas échéant. Donc, ce sera vraiment du cas par cas, ça c'est une certitude, et c'est aussi pour ça
que la durée d'investissement qui est proposée aux investisseurs dans le club deal en amont est longue, parce qu'il est bien important que les investisseurs en question soient au fait, au clair sur le fait que cet investissement est nécessairement un investissement de long terme et qu'il ne percevra pas des flux fréquents ni à court terme, contrairement à ce qu'on peut observer sur un investissement participatif classique sur Enership. Ok. Donc voilà, l'intérêt dans votre approche territoriale avec ces club deals, c'est que vous pouvez quelque part concilier les deux attentes, c'est-à-dire celles qui sont propres à votre stratégie, à vos besoins financiers et ou juridiques, mais également répondre très concrètement et même d'ailleurs de manière très innovante, puisqu'aujourd'hui ça ne se fait pas, aux attentes du territoire en leur disant très bien, vous voulez qu'on fasse du participatif, eh bien, au lieu de faire uniquement du participatif sur une durée assez courte, comme ce qui se pratique assez fréquemment, et c'est normal, l'immense majorité des gens ont bien du mal à appréhender un investissement de très long terme, et bien là, on va aller plus loin que ça, on va vous prendre au mot et on va proposer à ce que les citoyens du territoire soient actionnaires long terme du projet en question. Et c'est plutôt un point très positif pour votre candidature. Alors, sur les aspects juridiques, on a souhaité un petit peu rentrer dans le détail pour vous donner les grandes lignes de comment tout cela s'opère et comment tout ça fonctionne. Alors, j'ai mis ici le calendrier type d'une opération où, en fait, il va y avoir grosso modo une double détente, 2 étapes, en fait, pour les investisseurs. C'est-à-dire qu'on va leur présenter en première intention le ou les projets cibles du club deal que nous souhaitons constituer avec des éléments de production, de zones géographiques, etc. Et sur la base de ces éléments, les investisseurs se positionnent et remplissent des bulletins de souscription qui sont engageants. À ce moment-là, évidemment, ils ne sortent pas d'argent, mais ils s'engagent, une fois que la session va s'opérer, à effectuer les virements en question. On a une question. Quel est l'intérêt d'investir en capital sur une maturité longue avec une rémunération cible de 5% par rapport au rendement obligataire de même niveau sur une maturité plus courte? Alors, c'est une bonne question. En fait, il faut bien avoir à l'esprit que c'est un sujet de ventilation, de diversification. Et c'est aussi pour ça qu'on s'adresse en première intention plutôt à des investisseurs qualifiés, parce qu'on est plus sur une approche, entre guillemets, patrimoniale, d'une part, et d'autre part, la grande majorité des gens qui vont souscrire dans ce club deal vont le faire par le biais de PEA ou de PEA-PME qui vont leur octroyer une défiscalisation sur la fraction CSG-CRDS. Et donc, ça va avoir un impact substantiel intéressant quant à leur rémunération finale. Donc, on est sur une typologie d'investisseurs qui est un peu différente de ce que l'on peut avoir principalement sur Enership. Donc, c'est vraiment deux conceptions distinctes et vous avez raison dans l'absolu. Il n'y a pas vraiment d'intérêt à le faire, sauf si on a vocation à vouloir investir sur un long terme, à ne pas forcément avoir à s'occuper avec une fréquence importante de ces investissements, en étant certain, pour le coup, bien sûr, d'avoir un rendement qui correspond à nos attentes. Donc, je continue sur ce calendrier type. Donc, une fois qu'on a l'ensemble des vœux, quelque part, recueillis auprès des souscripteurs, on procède, bien sûr, à une due diligence, Enership, pour le compte du club deal et des investisseurs. Nous réalisons l'ensemble de l'audit, technique, réglementaire, administratif, financier. Nous élaborons la solution d'investissement, l'ingénierie financière, la dimension juridique et à la fin du processus, en fait, en troisième étape, nous allons réaliser une augmentation de capital du club deal en faisant appel au fonds que les signataires des bulletins de souscription devront réaliser sur le compte qui leur sera ciblé. Je continue. Sur ce qui est des stipulations statutaires et actionnariales dans le club deal,
Là aussi, on a essayé de faire très simple. Évidemment, on est sur des actions ordinaires exclusivement et pour tout le monde. Là, il n'y a pas de distinction. C'est une société par action simplifiée, je l'ai dit, à capital variable. Là aussi, ça permet, le cas échéant, si on a des opportunités en cours de vie du club deal, eh bien, de pouvoir les saisir, de réaliser des augmentations de capital ou des réductions et le faire avec une grande souplesse d'un point de vue administratif. Et enfin, s'agissant de la gouvernance, l'idée que nous avons est de procéder à en fait un comité stratégique qui sera composé de 3 membres, un membre permanent d'Enerfip et 2 autres membres élus parmi les investisseurs actionnaires du club deal. Sur des petits détails, mais qui sont importants, nous demandons une inaliénabilité, j'ai réussi à le dire en une seule fois, de 1 an à compter de la mise en service de la dernière centrale détenue. Alors pourquoi cette inaliénabilité? C'est pour éviter qu'il y ait bien sûr de trop grands effets yo-yo dans l'actionnariat du club deal, et les sorties à compter de ce 1 an révolu sont évidemment possibles selon des règles qui sont définies dans le pacte d'associés et les statuts du club deal. Mais en tout cas, il n'y a pas d'impossibilité au-delà de 1 an. Et évidemment, on prévoit des droits de sortie conjoints, le cas échéant, puisque c'est une pratique assez conventionnelle dans ce genre de situation. Pour ce qui est des stipulations statutaires et actionnariales dans le SPV, on revient au pacte d'associés dont je vous parlais tout à l'heure, qui va définir donc l'horizon de sortie, ça c'est surtout pour les solutions de portage des titres, et la valorisation future des titres. Alors voilà, pour les matheux, s'il y en a parmi vous, c'est la formule que vous trouvez là-dessous qui tient compte donc des flux qui sont versés ou pas durant la durée de détention et qui va définir la valeur des titres pour octroyer le TRI cible au niveau des actionnaires du club deal. Par ailleurs, s'agissant de la co-gouvernance, puisque là c'est plus pour les solutions de déconsolidation, nous pouvons nous adapter évidemment par rapport à là aussi vos besoins et vos attentes, mais attention, le club deal a quand même toujours voix au chapitre, ça reste un actionnaire significatif du SPV, à concurrence bien sûr de son niveau de détention, mais en tout cas, l'idée n'est pas d'être un actionnaire complètement passif, mais bien actif, tout en étant évidemment à notre place, c'est-à-dire que l'exploitant, l'expert, le sachant reste le développeur de projet, évidemment. Mais en tout cas, voilà, le club deal jouera à plein son rôle d'actionnaire aux côtés du porteur de projet. Et là aussi, on reste évidemment sur des actions ordinaires dans le cadre du SPV. Je pense que ça ne fait pas de débat. Sur les aspects financiers, j'en termine là-dessus. Donc, la rentabilité cible du club deal pour les investisseurs est fixée à un TRI de 5% 30 ans. Ça, c'est la version, je dirais, minimale. C'est l'objectif minimal que l'on se donne. Pour la solution de portage, il faut bien avoir à l'esprit un petit détail qui n'en est pas un. C'est que le coût de rachat des titres doit octroyer un TRI minimum de 5% aux investisseurs du club deal. Or, il y a nécessairement un frottement fiscal qui s'opère au moment de la cession des titres. Et donc, il faut en tenir compte. C'est pour ça que dans la formule de calcul que je vous ai présentée, le TRI que l'on indique est toujours un peu supérieur à ce TRI cible pour tenir compte de ce frottement fiscal en question. Pour ce qui est des collectes, en déconsolidation, sur la solution de déconsolidation, les frais de collecte, de structuration, de gestion sont en totalité à la charge des investisseurs et les contrats d'exploitation et de maintenance peuvent être et rester au bénéfice du groupe du développeur. Ça, c'est absolument pas un souci et c'est même plutôt habituellement comme ça qu'on aborde la structuration de la chose. Pour ce qui est des solutions en portage de titres, là, les frais de collecte sont à la charge du porteur de projet et les frais de gestion et de fonctionnement sont à la charge des investisseurs. Voilà, c'est une petite dichotomie qui est
principalement dû au fait que la durée de détention sera bien moins importante et qu'il faut lisser les frais, les charges relatives à l'ensemble de l'opération. Voilà, j'en ai terminé. Je ne sais pas s'il y a des questions sur tous ces sujets. Si des questions vous viennent par la suite, évidemment, vous pouvez nous les envoyer à projet@enerfip.fr. Si vous avez un projet directement concerné et que vous souhaitiez nous le soumettre, vous avez cette même adresse courriel ou bien le formulaire dédié d'Enerfip que vous aurez suite à l'envoi de cette présentation par courriel. S'agissant de vos agendas, il reste un dernier webinaire avant l'été à vous présenter qui traitera du financement des projets en autoconsommation et des projets d'efficacité énergétique. Ce sera le mardi 8 juin 2021 à la même heure, à 11 h. Dans l'intervalle, eh bien, toute l'équipe d'Enerfip côté projet se tient à votre disposition via l'adresse courriel projet@enerfip.fr ou au 04 119 34 111. On a une question, on a deux questions. Wow. Allez, on va commencer par Pascal. Oui. Oh là. Vas-y. Pouvez-vous repréciser FV et FR dans votre formule? Ah, flux versé et flux reçu. Voilà, c'est ça. C'est flux versé et flux reçu. Voilà. C'est simplement, comme je le disais, je l'ai dit effectivement de manière très succincte, mais cette formule, je vais vous donner un exemple très basique. Mais imaginons, vous percevez beaucoup de dividendes pendant la durée de détention, eh bien, elle va tenir compte de ces dividendes versés et faire que, pour que vous ayez votre TRI de 5%, eh bien, la valeur de vos titres sera nécessairement plus faible que si vous n'aviez absolument rien perçu durant cette même durée, tout simplement. Benoît, cette solution de déconsolidation est-elle compatible avec le nouveau cahier des charges CRE 5 et son option gouvernance? Alors oui, elle l'est tout à fait, avec, je vais quand même préciser, avec une attention particulière qu'il faut porter au niveau des exigences de gouvernance, justement, qui sont bien précisées dans le dit cahier des charges et qu'il faudra appliquer stricto sensu dans la relation actionnariale au sein du SPV. Mais sinon, elle l'est absolument, et c'est une bonne question parce que cela veut dire qu'on peut faire d'une pierre plusieurs coups, et c'est là tout l'intérêt de la chose, c'est que non seulement vous pouvez répondre eh bien, à une stratégie de groupe et à des impératifs, je l'ai dit, bilanciels et autres, mais également vous pouvez aller en profiter pour aller chercher eh bien, un bonus sur votre tarif d'achat qui, on l'a vu dans le cadre de nos webinaires dédiés aux appels d'offres CRE 5, sont extrêmement intéressants et vont de manière substantielle doper votre TRI. Donc oui, c'est tout à fait possible, mais ça implique juste que l'on fasse les choses en bonne et due forme en amont dans la structuration juridique de l'opération. Une autre question de Christian. À quel moment le club deal doit-il être constitué par rapport à un AO creux qui tiendrait compte du financement participatif? Alors, j'essaye de bien être sûr que je comprenne bien la question et que je ne réponde pas à côté. À quel moment le club deal doit-il être constitué? Alors, ok, je crois que je la comprends. Le club deal doit être constitué, il n'y a pas vraiment d'impératif, c'est-à-dire que ça peut être vraiment fonction du cas de figure du projet, des impératifs du projet. Là aussi, notre sujet, c'est de savoir être, dans notre approche, tout à fait souple et adaptatif à vos besoins. Chaque projet est différent, chaque porteur de projet est différent et on ne peut pas avoir, en tout cas c'est notre point de vue, je dirais de règles un peu gravées dans le marbre qui excluent telle ou telle situation. Donc là-dessus, on n'a pas de religion particulière. En revanche, j'en profite, vous parlez des AO creux, j'en profite pour vous rappeler, et ça vient rejoindre un petit peu la question de Benoît juste avant, c'est qu'il faut bien avoir à l'esprit que dans les projets CRE 5, la structuration juridique, et je parle bien de la structuration juridique, pas des montants, mais la structuration juridique doit être en place au moment du dépôt du dossier de candidature. Donc, c'est-à-dire que si on part sur cette solution optimale d'aller chercher le bonus creux et en même temps d'avoir
accès à cette déconsolidation, il faut que le club deal soit créé de facto en amont du dépôt du dossier et que la détention de ce club deal, par exemple à hauteur de 40 ou 50% dans le SPV, qui est tout jeune évidemment, au moment du dépôt du dossier, soit effective. Quand bien même sa mise en service interviendra en général 18 ou 24 mois plus tard au minimum. Voilà, donc c'est là où il faut, je l'ai dit, bien préparer les choses d'un point de vue juridique, mais en tout cas, modulo cette exigence-là de la CRE, c'est tout à fait faisable et réalisable. Pourquoi ? Parce que je l'ai bien précisé, j'ai dit de structuration juridique, je n'ai pas dit de structuration financière, dans le sens où les investisseurs n'auront pas à apporter les fonds dès le dépôt du dossier, bien évidemment, et bien heureusement, parce que sinon, ce serait hautement complexe. Est-ce qu'on a d'autres questions ? Je ne crois pas. Très bien. Hop. Non, pas d'autres questions. Très bien. Eh bien, écoutez, en tout cas, si vous avez des questions subsidiaires qui vous reviennent, n'hésitez pas via les 2 canaux que je vous ai indiqués. Vous allez recevoir à la fin de cette présentation eh bien, un replay que vous pourrez partager autant que vous le souhaitez auprès de vos équipes. Donc, n'hésitez pas. Par ailleurs, nous vous ferons parvenir la présentation que vous avez sous les yeux par courriel. Et j'en termine. Si certaines d'entre vous ne nous connaissent pas encore, eh bien, vous pouvez rester. Je vais vous délivrer une rapide présentation d'Enerflip, un peu plus détaillée que ce que vous avez eu en introduction de cette présentation. Donc, n'hésitez pas à rester avec nous. Et pour celles et ceux eh bien, qui nous quittent, je vous souhaite une très bonne fin de matinée, une belle journée et à très bientôt sur les webinaires d'Enerflip. Ok. Bon, on a encore une vingtaine de personnes, donc voilà, quelques slides simplement pour que vous puissiez un peu mieux nous connaître, que vous puissiez un peu mieux nous cerner, connaître notre philosophie, ce qui nous anime au quotidien. Alors d'abord, Enerflip est né sur un constat, là aussi, assez basique, je pense qu'on l'a tous réalisé, c'est que le vent, le soleil et l'eau, ce sont des biens communs qui appartiennent à toutes et à tous. Donc, quoi de plus normal que de permettre à l'ensemble des citoyens d'un territoire donné de pouvoir bénéficier de retombées économiques directes lorsque l'on vient exploiter ces ressources naturelles. Voilà, ça c'est un constat qu'on peut tous faire assez facilement. Sauf que pour que ce soit réalisable et pour que cela fonctionne, il y a un impératif, il y a un corollaire, c'est que toutes et tous puissent bien appréhender les énergies renouvelables, leurs problématiques, leur financement. Et donc, il y a une absolue nécessité de faire de la pédagogie. Et c'est d'ailleurs aussi un peu notre martingale chez Enerflip, c'est que au plus on réalisera ce travail de diffusion d'informations, de montée en compétences, au mieux les énergies renouvelables seront connues. Et sans aucun doute, au moins, il y aura d'opposition, puisque très souvent, les oppositions naissent simplement d'un manque de compréhension et de connaissance. Voilà, ça c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est que de plus en plus, ça c'est une dynamique sociétale qui est vraiment une lame de fond qu'on observe depuis plusieurs années. De plus en plus de gens veulent savoir où va l'argent de leur épargne, à quoi et à qui il va servir. Et c'est en cela que Enerflip est l'une des réponses très directes qui existent aujourd'hui. Et donc, c'est ce sur quoi nous jouons à plein pour proposer aux citoyens d'investir. On intervient sur des investissements en obligations, en mini-bons ou en prêts. Donc, ça, c'est la dimension, je dirais, plutôt dette. Et on intervient également en action, comme on vient de le voir, sur le sujet des club deals. S'agissant des cibles de projets, c'est peut-être tout type d'énergie renouvelable. Évidemment, tout ce qui a trait à la transition énergétique et à l'innovation. Donc, quand je dis transition énergétique, ça peut être efficacité énergétique, bien sûr, mais aussi mobilité durable. Les projets que nous finançons peuvent être en développement, en construction ou en exploitation. Et les investissements en général, c'est plus une moyenne, vont sur des durées de 2 ans à 7 ans. Ça peut être moins, ça peut être plus, bien sûr, mais c'est en général dans cette fourchette que se situent les investissements proposés. Idem, s'agissant des taux d'intérêt, on est sur des taux d'intérêt qui sont plutôt sympathiques par rapport à ce que l'on peut observer dans
le monde bancaire et les solutions un peu plus conventionnelles, avec des rémunérations qui vont de 4 à 7% brut par an. Et enfin, sur les collectes que nous proposons sur Enerfip, elles vont de 100 000 € à 8 millions d'euros et le minimum d'investissement est à 10 € seulement. L'idée étant de permettre à tout le monde, sans aucune distinction, d'investir. Il n'y a pas de maximum d'investissement, ça c'est selon la loi. En général, nous en mettons un pour qu'il y ait une pluralité d'investisseurs, mais en tout cas, le spectre est suffisamment large pour qu'aujourd'hui, je ne sois pas capable de vous dire quel est le profil de l'investisseur moyen sur Enerfip, puisque nous avons réussi notre pari d'avoir un spectre extrêmement étendu des catégories socio-professionnelles et des profils de nos investisseurs. Et c'est vraiment ce que nous cherchons à faire et ce que nous cherchons toujours à faire à l'avenir. On a une question de Patrick. Avez-vous observé dans les financements réalisés des cas de défaut de remboursement? Oui, on a eu un cas de défaut depuis le lancement de Enerfip sur les 91 millions et 271 projets que nous avons financés. Nous avons eu un taux de défaut. C'est, comme on l'explique toujours, dans le cadre à la fois du processus d'inscription sur la plateforme, mais également à chaque investissement que réalisent nos clients sur Enerfip, on rappelle toujours qu'il y a un risque de perte en capital, total ou partiel, et également un risque d'illiquidité, c'est-à-dire que votre investissement n'est pas liquide comme peut l'être un livret A. Donc voilà, tous ces risques-là sont bien présentés et mis à l'esprit des investisseurs. Et donc, on a eu un cas de défaut depuis le lancement d'Enerfip en septembre 2014. Donc, les enjeux que nous adressons, nous finançons bien sûr les fonds propres ou les quasi-fonds propres, ça c'est une certitude. On le fait d'ailleurs de plus en plus. Les bridges aussi, c'est-à-dire ces prêts court terme qui permettent aux porteurs de projets d'avoir accès à la totalité de l'investissement d'un projet pour pouvoir le construire, le mettre en service et ensuite mettre en place une dette bancaire qui va venir se substituer à cette dette court terme. Et puis, bien sûr, l'autre aspect, l'autre approche, c'est sur les projets creux, les projets lauréats de la Commission de régulation de l'énergie, qui constituent encore aujourd'hui une frange assez substantielle des financements que nous réalisons. Sur les autres enjeux que nous adressons, c'est vraiment ce qui a trait à l'acceptabilité. Évidemment, il y a de plus en plus de projets qui ont ce besoin, en fait, d'aller chercher de l'intégration territoriale. Et donc, nous avons toute une déclinaison, notamment en termes de communication, pour pouvoir diffuser de l'information, pour pouvoir faire monter en compétences notamment les riverains, les locaux, de sorte que ceux-ci puissent bien appréhender le projet, ses problématiques. C'est aussi l'occasion de casser certaines idées reçues. Et donc ça, ce sont également des services que nous adressons. Notre accompagnement est absolument complet. On est vraiment sur un clé en main, puisqu'on est non seulement sur cette phase pré-collecte qui est importante, puisque on doit réaliser l'audit technique, financier, administratif, j'en ai parlé dans le cadre des club deals, et également toute la structuration juridique avec la documentation afférente. La phase de collecte, où là, il y a non seulement cette nécessité de proximité avec les investisseurs, où on va répondre à leurs questions par téléphone, par courriel, et les accompagner dans le processus d'investissement, et la dimension post-collecte, où là aussi, il y a un cadrage juridique que nous réalisons. Et puis, nous allons traiter l'ensemble des flux, c'est-à-dire prélever les fonds qui sont dus, les verser à chaque souscripteur et réaliser les déclarations fiscales à la fois du porteur de projet, mais également des investisseurs, de sorte que ceux-ci, en fait, n'ont absolument rien à faire. Ils reçoivent une déclaration d'impôt qui est pré-remplie avec l'ensemble des informations qui sont déjà renseignées. Alors voilà, c'est un peu ce que je viens de vous dire. Pour les investisseurs, il y a une gratuité absolue de leur investissement, que ce soit au moment où ils créent leur compte, que ce soit au moment où ils investissent ou quand ils perçoivent des versements. Il n'y a absolument aucun frais. Pourquoi? Parce que nous, notre rémunération, nous la prenons du côté du projet. C'est le projet, le porteur de projet qui nous rémunère, mais pas les investisseurs. Ça, c'est un choix que nous avons fait dès le lancement d'Enerfip, très en amont. L'imposition qui s'applique, c'est le prélèvement forfaitaire unique, qu'on appelle aussi
la flat tax avec les 17,2% de CSG, CRDS. C'est ce que je disais tout à l'heure, vous pouvez être affranchi de cette tranche-là de fiscalité par le biais des investissements éligibles en PEA ou en PEA-PME. Et puis, l'impôt forfaitaire sur le revenu à 12,8%, le total faisant bien 30%. Le prélèvement donc, va se faire dans l'immense majorité des cas à la source, de sorte que vous perceviez le net sur votre livret Enerfip et les déclarations. Je l'ai dit, c'est nous qui nous en occupons à la fois pour vous, investisseurs, mais également pour le porteur de projet. Voilà, c'est un petit tableau de chasse de certains de nos partenaires avec qui nous travaillons. Ce n'est pas exhaustif, il y en a beaucoup d'autres, mais voilà, c'est un peu une preuve que nous sommes complètement intégrés dans le paysage aujourd'hui des énergéticiens français. D'ailleurs, Enerfip est devenu en 2020 la plateforme numéro 1 des énergies renouvelables en France. Voilà, j'en ai terminé. Merci aux 16 courageux qui sont restés avec nous. Et en tout cas, encore une fois, nous sommes disponibles pour répondre à toutes vos questions. J'en profite pour vous souhaiter une très belle journée. Visiblement, en tout cas, dans le sud, le soleil est ressorti. J'espère qu'il en est de même là où vous vous trouvez. Et je vous dis à très bientôt, en tout cas, pour le prochain webinaire d'Enerfip. À bientôt.